Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Nous sommes en octobre et vous avez sûrement entendu parler d'Octobre Rose. C'est en effet tout ce mois qui est consacré à une vaste campagne de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein. Comment évolue cette maladie diagnostiquée annuellement chez près de 12 000 femmes au Maroc et quels en sont les moyens de prévention? Nous en parlons ce matin avec notre invité. Il s'agit du docteur Houssam Haddad. Il est médecin spécialiste, oncologue et radiothérapeute basé ici à Tanger. Bonjour à vous, docteur Haddad. Bonjour. Alors, habituellement, quand on parle du cancer du sein, il est vrai qu'une partie de la société ne se sent pas concernée. Mais c'est une question assez bizarre que j'aimerais d'abord vous poser. Est-ce que le cancer du sein concerne aussi les hommes? Oui, il concerne les hommes, mais d'une manière très faible. En fait, la fréquence, c'est un cancer du sein chez l'homme pour 99 femmes. Voilà, je pense que c'est une précision importante qui fait que tout le monde peut se sentir concerné parce que ça, c'est faible, mais ça peut toujours concerner les hommes. Alors justement, pour ce qui est des femmes, comment évolue cette maladie au Maroc? La maladie au Maroc, elle a une évolution égale à l'évolution mondiale. C'est-à-dire que c'est une évolution en recrudescence. D'abord parce que le cancer du sein est en croissance continue et aussi parce qu'il y a une sensibilisation de plus en plus importante vis-à-vis du cancer du sein, aussi bien par la société civile que par les médias. Donc, on voit que de plus en plus des femmes consultent parce que elles sentent une lésion ou elles sentent quelque chose au niveau du sein et elles sont de plus en plus conscientes de l'importance du cancer du sein, conscientes aussi de l'importance du dépistage et du diagnostic précoce et de l'impact positif de ces éléments-là, notamment le diagnostic précoce et le dépistage sur le pronostic. Alors, docteur, on estime qu'environ 12 000 femmes sont diagnostiquées comme atteintes du cancer du sein chaque année au Maroc. On parle de 4 000 qui en décèdent malheureusement. Globalement, vous dites que l'évolution obéit un peu à la courbe mondiale. Mais sentez-vous de l'impact de la sensibilisation ces dernières années sur l'évolution de cette maladie au Maroc? Oui, énormément en fait. De plus en plus, on a l'impression qu'il y a des stades précoces, qu'il y a des traitements conservateurs, qu'il y a des traitements moins agressifs et que la mortalité a diminué et surtout que la survie a augmenté. Donc, c'est un impact très positif de ces campagnes de sensibilisation et d'Octobre Rose, en sachant qu'on le dit toujours et on le redira jamais assez, que toute l'année, elle doit être considérée comme octobre. Donc, la sensibilisation ne se limite pas uniquement en octobre. C'est vrai qu'on est plus sensible à cette question. On en parle de plus en plus. On se peint en rose, mais pendant toute l'année, on doit se peindre en rose parce que le cancer du sein est là, il sévit. Il est de plus en plus fréquent et l'importance du dépistage et du diagnostic précoce est très importante. En tout cas, l'aspect sensibilisation a toute son importance. Alors, parlons des aspects médicaux, justement, docteur. Quels sont les signes qui doivent alerter chez la femme en ce qui concerne le cancer du sein? En fait, idéalement, c'est d'avoir un cancer du sein au moment où la femme est encore asymptomatique. Ça, c'est la situation idéale. Là, on parle de dépistage parce qu'on parle de cas asymptomatiques. Ça veut dire de cas qui n'ont pas encore de symptômes. Donc, c'est une femme qui, au bout de 45 ans, va aller chez son médecin, va faire sa mammographie et soit elle ne retrouve rien et à ce moment-là, on est tranquille. Elle va refaire cette mammographie dans 2 ans, soit il y a quelque chose qui ne veut pas justement toujours dire que c'est un cancer. Et à ce moment-là, on va établir une attitude, une procédure diagnostique.
Après, il y a bien entendu des femmes qui répondent pas à ces critères, qui ne font malheureusement pas le dépistage et qui doivent être alertées à chaque fois qu'il y a un des signes suivants. Ça veut dire soit elles sont une masse au niveau du sein, soit elles sont même une petite boule au niveau du sein. Elle doit s'alarmer, elle doit aller voir son médecin traitant. Un écoulement mamelonnaire qui n'est pas habituel, une rougeur au niveau du sein, une asymétrie au niveau des deux seins, des douleurs parfois qui sont anormales, qui sont atypiques, qui ne correspondent pas toujours aux douleurs des menstruations. Donc ça, c'est des signes qui doivent vraiment pousser la femme à aller consulter chez son médecin traitant et éventuellement procéder à une procédure diagnostique. Alors, une question très profane. Est-ce que toutes les femmes sont prédisposées à cette maladie ou s'agit-il d'autres facteurs liés à l'hérédité, par exemple, ou bien au mode de vie qui facilitent, disons, la survenue de ce cancer? En fait, la femme en elle-même, le sexe féminin en lui-même est un facteur de risque. On l'a déjà dit, si on voit la fréquence du cancer du sein chez la femme par rapport au cancer du sein chez l'homme, il faut dire que le cancer du sein chez la femme est de 99% de l'ensemble des femmes. Donc, le fait d'être une femme est déjà en lui-même un facteur de risque. L'âge en lui-même aussi est un facteur de risque parce que plus on augmente dans l'âge, plus on a un risque d'atteinte du cancer du sein. C'est pour ça qu'on ne fait pas le dépistage à l'âge de 20 ans, on le fait à partir de 45 ans. Donc l'âge en lui-même est aussi un facteur de risque du cancer du sein. L'hérédité est un facteur, oui, mais c'est un facteur qui est très rare quand même. Il faut dire que 5% des cas sont des cas héréditaires. Il y a des cas aussi qui sont familiaux, c'est des cas qui ne sont pas héréditaires, c'est des femmes qui ont une histoire du cancer du sein, mais ça veut dire que les gènes habituels, ce qu'on appelle le BRCA1, BRCA2, c'est pas les facteurs incriminés, c'est peut-être d'autres facteurs génétiques qui ne sont pas encore découverts. Après, bien entendu, il y a les facteurs on l'a dit, environnementaux, le mode de vie, il y a le surpoids, il y a l'obésité, c'est des choses qui retentissent indirectement sur l'imbibition hormonale du sein. Il y a aussi des femmes qui ont eu une ménarche précoce, c'est-à-dire ils ont eu leur menstruation à un âge précoce et qui ont eu une première grossesse tardive au-delà de 30 ans et qui ont eu une ménopause tardive. Ça veut dire que leur tissu mammaire a eu assez de temps d'être imbibé par les œstrogènes. Donc, il y a aussi la sédentarité. Donc, tout ça, c'est des facteurs de risque, en sachant que quand on a un facteur de risque, on a plus de chances d'avoir un cancer du sein. Mais l'absence d'un facteur de risque ne veut pas dire qu'on est complètement protégé. L'absence du facteur de risque n'immunise pas donc sur le cancer du sein. Alors, il y a quand même d'autres idées assez, disons, répandues. Est-ce, peut-être vous l'avez évoqué un peu, la fréquence des grossesses ou les femmes qui ont du mal à enfanter ou qui n'ont pas en tout cas des grossesses assez répétées. On en parle dans la société. Est-ce que tout ceci, ce sont des facteurs liés au cancer du sein, docteur? La nulliparité, ça veut dire une femme qui n'a pas d'enfant, oui, elle a plus de risques d'avoir un cancer du sein parce que entre l'imbibition, entre les premières menstruations et la première grossesse, c'est une période, ce qu'on appelle une période d'imbibition hormonale. Et plus cette période est prolongée, plus on a le risque d'avoir une imbibition hormonale qui, on l'a dit, ne veut pas obligatoirement dire qu'on va avoir un cancer du sein, mais on est plus à risque. Bien sûr, la ménopause précoce aussi, l'allaitement, il ne faut pas l'oublier, ça a été aussi démontré à travers quelques études qu'il est un facteur protecteur du cancer du sein. Après, on n'est pas obligatoirement alarmiste, c'est-à-dire une femme qui n'a pas allaité, on va pas dire qu'elle est plus à risque d'avoir un cancer du sein, mais on préconise toujours l'allaitement maternel de par ses effets sur le bébé, ses effets aussi positifs
sur le tissu mammaire. C'est donc important à noter. Alors, là, ce sont les facteurs de risque. Maintenant, parlons de la prise en charge médicale des femmes atteintes du cancer du sein. Avant d'aller sur les aspects purement, disons, médical, de façon globale au Maroc, comment évolue la prise en charge des femmes atteintes du cancer du sein? En fait, la prise en charge du cancer du sein a évolué de manière très positive au fil des années. Si on prend le cancer, généralement, il y a 20 ans, ce n'est pas le cancer actuellement et ce n'est pas la même prise en charge. Parce qu'il y a eu un accès plus facile aux soins. Il y a une augmentation de plus en plus de centres anticancéreux, aussi bien dans le secteur public et le secteur privé. Et ce qui est important, très important, c'est la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, qui est un projet exceptionnel qui a déjà permis à beaucoup de patients nécessiteux qui ont commencé à avoir accès à l'assurance maladie obligatoire d'accéder aux soins. Et heureusement, notre pays, alhamdoulilah, il dispose de tous les soins nécessaires, que ce soit les nouvelles techniques chirurgicales, que ce soit les nouvelles techniques en radiothérapie et aussi les nouvelles molécules en chimiothérapie et en thérapie ciblée qui ne cessent d'augmenter. Je pense que ce sont des précisions importantes. Donc, le fait que, de façon globale, la prise en charge se développe permet donc de faire face à cette maladie. Alors, sur le plan purement médical, on sait que le cancer est une maladie lourde. Une femme chez laquelle ou chez qui on diagnostique donc ce cancer, quelles sont les prises comment se décline la prise en charge médicale? En fait, on le dit toujours aux patientes, c'est au cas par cas. Il ne faut pas toujours comparer la voisine qui a déjà eu un cas de cancer du sein ou la cousine ou une amie qui a déjà eu un cancer du sein. On ne compare jamais les cas, c'est vraiment au cas par cas. Une patiente qui a une suspicion d'un cancer du sein ou qui sent des symptômes, elle fait sa mammographie. Une fois on a la mammographie, l'échographie qui sont suspectes, à ce moment-là, on va établir une procédure diagnostique. Ça veut dire on va procéder à une biopsie. La biopsie, ça veut dire on va prendre un prélèvement de cette tumeur pour avoir un prélèvement, pour avoir une preuve comme quoi on a le cancer. Après, ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'on n'a pas un seul cancer. Il y a plusieurs cancers. On décrit schématiquement 4 types de cancers en fonction de l'hormonosensibilité, de non-hormonosensibilité, de la présence d'un récepteur d'un gène, mais à chacun son traitement. Et donc, une fois on a ce diagnostic, on établit le type de cancer, on établit, deuxième étape, un bilan d'extension. Le bilan d'extension, là aussi, il faut dire que au Maroc, les choses ont énormément évolué et on commence même à disposer du TEP-scan. Le TEP-scan qui est un examen qui va faire une cartographie de tout le corps pour nous dire est-ce là où il y a la tumeur et là où il y a surtout les autres extensions de la maladie pour dire est-ce qu'on est dans une maladie localisée ou bien on est dans une maladie étendue. Et en fonction du cas, le cas est discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire dans laquelle va figurer l'oncologue, le radiothérapeute, le médecin radiologue, le médecin anatomopathologiste et bien sûr le chirurgien qui va aussi nous aider à avoir une idée sur l'attitude chirurgicale. Il faut dire que les traitements, on l'a dit, ont énormément évolué. On prend un exemple de la technique du ganglion sentinelle qui existe heureusement dans plusieurs villes au Maroc, dont Tanger. Ça veut dire c'est une technique qui va consister à ce que le chirurgien ne va pas enlever tous les ganglions qui sont dans le creux axillaire. Et donc, il va enlever que le premier relais ganglionnaire. Et s'il est négatif, on n'est pas obligé d'enlever tous les ganglions. Ça veut dire que là, on est devant une attitude préventive des séquelles de chirurgie. Ça veut dire que c'est des patients qui ne vont plus avoir des gonflements du bras, qui vont bien tolérer cette prise en charge chirurgicale. L'idée en matière des thérapies en général, c'est de pouvoir traiter le patient, de pouvoir le guérir, mais avec le moindre de complications, le moindre d'effets secondaires et surtout le moindre de séquelles. Donc, on ne pense plus au court terme. C'est des patientes qui vivent 15, 20 ans au-delà. Donc, on pense vraiment au long terme. À vous entendre parler, il n'y a pas lieu de s'alarmer ou de paniquer en cas de détection ou de diagnostic d'un cancer du sein.
Oui, en fait, le cancer du sein, oui, on le sait, hein, Mhm. c'est pas toujours évident. On sait que l'annonce du diagnostic, c'est toujours un drame, c'est un moment très difficile, hein, pour le médecin, pour le patient, pour la famille, parce que le patient va se projeter à long terme. Il va avoir peur du traitement, il va avoir de cette chimiothérapie, de ce médicament, entre guillemets, on parle du médicament rouge qui va rentrer dans les veines, qui va être assimilé à un poison, mais c'est pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les thérapies existent, l'espoir existe, mais aussi la prise en charge, elle est là. Et les complications ou les effets secondaires sont provisoires. On parle souvent, par exemple, dans la chimiothérapie, on parle de la chute de cheveux. Il faut toujours dire que la chute de cheveux est un événement provisoire avec des cheveux qui vont repousser et les études ont même montré que la qualité des cheveux qui repoussent est meilleure à la qualité des cheveux initiale. Ça veut dire que l'espoir, il est là. On a toujours le diagnostic, il est là, bien sûr. Tout est relatif, en fait. Les patients nous demandent parfois dans quel stade on est. Même si on est dans un stade 3, on est peut-être pas mieux qu'un stade 2, mais on est quand même mieux qu'un stade 4. Et même dans un stade 4, il faut dire que même dans le cancer du sein, même les stades métastatiques, ils sont vraiment compatibles avec des longues survies. Parce qu'il y a des thérapies ciblées, des thérapies qui sont sous forme même de comprimés. Pas tous les traitements passent par voie veineuse. Il y a des médicaments qui passent par voie orale et qui nous permettent d'assurer des longues survies. Il y a des nouvelles générations d'hormonothérapie, de thérapie ciblée, de l'immunothérapie. Donc, il y a vraiment beaucoup de cartes. On assimile toujours notre combat comme une bataille. Et donc, C'est une c'est une bataille. bataille dans laquelle on a plusieurs armes dans le tiroir. Et donc, on ne va pas sortir toutes les armes au premier coup. On va les sortir une par une. Le cancer, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est une tumeur maligne. Donc, c'est une tumeur qui est intelligente, qui a ses moyens de résistance. Et certes, la maladie peut revenir. Et même si elle revient, on a toujours des choses pour la combattre. Il faut aussi C'est une savoir que le malade ne doit pas obligatoirement vivre avec les messages négatifs. Il ne doit pas obligatoirement vivre avec un spectre de récidive ou de rechute de la maladie. Il faut vraiment se faire traiter, se faire dépister, se faire traiter, faire confiance à son équipe et bien sûr suivre le traitement à la lettre sans bien entendu entendre énormément les conseils des, des autres personnes qui sont loin du domaine. On sait bien qu'il L'influence y a des négative, conseils. effectivement, de l'entourage des fois, ou bien voilà, de ces données pas du tout vérifiées que l'on véhicule, ce qui impacte l'aspect, l'état psychologique, bien évidemment, de ces malades. Justement, en parlant de l'aspect psychologique et de la prise en charge psychologique, comment doit-elle s'opérer selon vous, docteur Hossam Haddad? La prise en charge psychologique, elle commence d'abord par le patient lui-même. Elle commence aussi par à ne pas avoir des messages négatifs et par aussi s'accrocher à l'espoir de se faire traiter et d'avoir une rémission complète après ce traitement. Le soutien psychologique, il passe donc avant tout par le médecin traitant, le médecin oncologue, par l'équipe traitante. Et on sait que généralement les infirmiers en oncologie ont un aspect particulier, c'est qu'ils sont très très proches du patient. C'est des patients qui leur racontent beaucoup de choses par rapport à leur vie. Le patient est toujours proche de son équipe en fait, que ce soit le médecin, que ce soit les infirmiers. Il y a toujours cette proximité et cette longue coopération entre le médecin et les infirmiers et le patient. Donc, il faut d'abord, on l'a dit, faire confiance à son équipe. Il faut aussi être bien entouré par sa petite famille aussi, par ses amis. Et là, à chaque fois qu'on reçoit un patient, bien une patiente qui a un cancer en général et un cancer du sein en particulier, on insiste toujours sur l'importance du soutien familial. Donc, généralement, il est toujours préférable d'accueillir aussi le conjoint, de lui expliquer que pendant le traitement, il y a un impact négatif aussi sur la psychologie du malade. C'est une femme qui peut s'éloigner un peu de son mari, qui peut avoir des attitudes dépressives. Ce qui est important, c'est de tout expliquer. En fait, tout doit être très clair entre le médecin, entre le patient et entre la famille. Ce qui est Merci. difficile parfois, c'est quand il y a cette obscurité, ce brouillard qui existe dans le moyen et le long terme. Il faut toujours
le médecin doit toujours être là. Il faut donner le temps nécessaire au malade et il faut donner le temps nécessaire pour l'écouter et répondre à ses questions. L'écoute, La donc, première fois, peut-être à la première consultation, c'est la consultation d'annonce, mais après, il y a plusieurs consultations dans lesquelles le médecin doit être là pour répondre aux questions de son patient. de son patient. En tout cas, l'écoute et la sensibilisation sont plus qu'importantes pour gérer donc ces cas de cancer du sein. Merci à vous, Dr Hussam Haddad. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste, oncologue et radiothérapeute basé à Tanger. Merci à vous pour toutes ces explications. Merci pour l'invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programmes sur Média TV.